Sunshine. Ok. Coucou Catalia, comment vas-tu? Ça va? Coucou 30 Malou, je n'ai pas été acceptée à l'école. Oh mince. Mince, mince, mince. Faut persévérer, hein. Je suis avec toi toute la journée. Ah. Coucou Irena, t'as révisé? Merci beaucoup pour la rose. Coucou Ghislaine, coucou Fatima. C'est que t'as révisé toute la journée? Ben écoute, ça va, sauf qu'au début de carrière, j'ai déjà une tendinite. Lol. Ah mince. Ouais, et puis ça, c'est long à soigner, ça en plus, la tendinite. Je connais ça, je connais ça. Donc ça, c'est la fin. Alors ce soir, ça va être un examen blanc concernant le cours sur la maternité. Oui, regardez les vidéos sur YouTube. Ah, au taquet, Arena. J'espère que ça passera vite en tout cas, ouais, ça va aller. Mais ouais, c'est long les tendinites à soigner. C'est hyper long, hein. Bonjour Hello, coucou Abiba. Justement, j'étais sur l'ectoderme et l'endoderme, mésoderme, justement. Ah bah j'espère que tu auras mémorisé parce qu'il y aura des questions sur ça. Coucou Bouchra, coucou Kader. Bah, je vous laisse vous connecter un petit peu puisque j'ai dit 20h. Alors aujourd'hui, comme tout à l'heure, je l'ai dit, on va travailler sur la maternité. Ça va être un examen blanc sur la maternité. Je ne sais pas si vous avez pu regarder les 3 vidéos qui étaient sur YouTube. C'est des synthèses de cours. Du coup, bah, on va voir si vous avez maîtrisé, si vous maîtrisez des petites choses, si vous avez retenu quelques petites choses sur le cours de la maternité. Coucou Aïcha, je n'ai pas révisé, j'ai été changer mes pneus. Je suis désolée. Bon, t'as pas à être désolée, c'est pas grave. On est là aussi pour réviser, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors dites-vous que le replay de ce live, il va être posté sur YouTube. Donc c'est pas très grave ça. Comme ça on est déjà préparé. Ben voilà, comme ça vous êtes déjà prêts. J'en ai marre de regarder les vélos là. Alors, je ne suis pas à la maison, je suis en déplacement. Coucou Binta. Coucou. Alors, attends, je n'ai pas regardé le message d'avant. Coucou, je voudrais faire la formation AS, mais j'ai peur de l'échec. Il faut se lancer. Il faut pas laisser la peur vous envahir, justement. C'est là où vous allez vous mettre des freins. Lancez-vous. Lancez-vous. Et si tu échoues, c'est pas grave l'échec. Justement, ça te fait grandir. L'échec fait grandir. C'est pas quelque chose de négatif l'échec. Mais voilà, effectivement, on vise la réussite. Mais qu'est-ce que tu peux en savoir si tu vas réussir ou si tu vas pas réussir si tu tentes pas. Il faut tenter. Alors, vous n'avez pas encore attaqué le module 1. Ok.
Oui, oui, oui. Alors, ça s'est fait spontanément, Binta, puisque j'avais fait 3 vidéos dernièrement sur YouTube sur le cours de la maternité où on avait vu la conception, la grossesse, l'accouchement. Et donc aujourd'hui, on va travailler un petit peu, effectivement, le rôle aide-soignant avant l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Quel va être le rôle aide-soignant? Et on va voir aussi quelques petits aspects théoriques. Alors, les feuilles là, ces petites fiches là, je vais vous les mettre sur YouTube en post et en story sur TikTok. Ces 3 fiches, en fait, c'est les synthèses de cours. Vous allez pouvoir les imprimer et puis y répondre. Donc, c'est ce qu'on va voir, hein, les synthèses de cours en format examen. Je ne sais plus où je vais. 6 mois, 7 mois, 9 mois. Et après, le développement des annexes. Donc, c'est comme ça. Waouh, t'es formidable, merci, au plaisir. C'est dans 2 semaines le module 3 et 4. N'hésitez pas à aller regarder ma chaîne YouTube Révision aide-soignante 2.0 pour pouvoir vous entraîner. Là-dedans, vous allez avoir des synthèses de cours, des examens blancs, des cas cliniques, le rôle aide-soignant, les effets indésirables des traitements, les traitements. Vous avez tout plein de vidéos, hein. On arrive à plus de 300 vidéos. Tout ça concerne le nouveau référentiel aide-soignant. Donc allez-y, c'est pour vous que j'ai créé cette chaîne. Pour la rentrée de janvier et j'attends la suite. On croise les doigts. Coucou Epaf, comment vas-tu? Ça va? Bon, on attend 20 h. Je vous invite dès à présent à prendre de quoi noter, feuilles, stylos, de vous hydrater. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher ma bouteille. J'arrive. Hop. De quoi vous hydrater, de quoi boire. Grignoter si vous le souhaitez. Moi, c'est pareil. Je prends de quoi grignoter. Alors, je ne sais pas combien de temps il va durer ce live, étant donné qu'il y a 3 feuilles recto verso. Je ne sais pas. Le sujet, on va travailler sur la maternité. Et cette fois, c'est un examen blanc. J'avais fait 3 vidéos sur YouTube et c'est pour voir si vous avez retenu un petit peu certaines choses. Et après, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est pas grave parce que ça sera un entraînement. Voilà, voilà, après, le replay sera mis sur YouTube pour ceux qui s'intéressent. Alors, dites-vous que le cours sur c'est très rare que vous avez la maternité en examen puisque celle-ci est destinée pour les auxiliaires de puériculture et passe pour les aides-soignants. Mais il y a des aides-soignants qui travaillent en service de maternité. Et celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il a été mis au bloc 1, alors qu'il est censé être mis au bloc 2. Bon, voilà, avec l'appareil reproducteur. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que vous serez amené très rapidement, hein, dès la formation, à faire le cours sur la maternité. La prépa jeudi, mais ils m'ont posé des questions approfondies sur le métier d'AS. Ah! Ouais. Ça va m'aider à retenir quelques formations, quelques mots-clés. Oui. Voilà, donc prenez une feuille, un stylo, de quoi noter, de quoi vous hydrater. Si vous voulez prendre aussi de quoi grignoter, allez-y. Feuille, stylo, dans un endroit calme. Et puis, on va pas tarder. Dans 5 minutes, on commence. Ils t'ont demandé c'est quoi la gériatrie. Ah, ouais. Oui, vous pouvez avoir des aides-soignantes en salle d'accouchement, oui. Alors, c'est pas souvent, mais on peut y retrouver des aides-soignantes travaillant dans ces services-là. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez un cours bien spécifique concernant le rôle aide-soignant en salle d'accouchement. Oui.
Bonsoir. Mercredi, je stresse de ouf, ça va bien se passer. Coucou, tu es AS ou pas? Alors moi, ça y est, j'ai été aide-soignante, j'ai été soignante. Aujourd'hui, je ne travaille plus dans ce métier, je suis formatrice. La gériatrie, c'est la médecine de la personne âgée, oui. Ah ah ah, il y en a qui ont révisé là. Ouais, non, je travaille plus sur le terrain actuellement. Voilà, depuis très peu de temps, puisque ça date de l'année dernière déjà. Donc non, je travaille plus sur le terrain. Ça y est, j'ai fait mon temps. Oui, une AS en salle de naissance, oui, vous pouvez être amené à voir des AS. C'est très rare, hein, puisque ce secteur-là est privilégié pour les auxiliaires et les sages-femmes, les IDE, tout ça. Mais il est possible d'en voir des aides-soignants. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez ce cours bien spécifique où vous avez aussi votre rôle aide-soignant. À Abidjan, coucou Pamela, bienvenue à toi. Bonsoir Tata, coucou. Comment vas-tu? Et badaboum. C'est compliqué, j'ai pas le truc qui tient le téléphone. Je suis pas à la maison. Je sais pas comment le caler, le machin. Avec la télécommande. Avec la télécommande. Ça peut. Nickel. Et je touche plus. Je touche plus. Coucou Titi. Bon, je sais pas si vous avez reconnu derrière. Voilà, on a un superbe schéma. Ça a tout son sens ce soir. Ok, alors dès que vous êtes prêts, que vous avez votre feuille et vos stylos avec vous, vous mettez OK en commentaire et on commence. Une fois que vous êtes prêts, stylo, feuille, vous mettez OK en commentaire et on commence. Coucou Mariam. Bonsoir Tata, j'espère que vous allez bien. Tout est vaste dans ma tête depuis. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour s'il vous plaît, est-ce que si je rapporte l'information, m'accepter d'office, il faut que tu les appelles. Voilà, dès que vous êtes prêts, vous mettez OK. Une fois que vous êtes prêts pour entamer, du coup, ces exercices-là concernant la maternité, vous mettez OK, feuille, stylo, de quoi noter. Et votre concentration est requise. On va démarrer parce que il y a quand même 3 feuilles recto verso. Et j'ai peur que ça prenne beaucoup de temps. Alors, est-ce que c'est dur l'école d'aide-soignant? Ça va dépendre de chacun. Il y en a, ils vont trouver ça très compliqué, d'autres moins compliqué et d'autres pas du tout compliqué. Ça dépend. Alors, est-ce que vous êtes prêts? J'attends les OK. Le bloc 2, Antonin. Le 3, le 4, le 5 fait partie du bloc 2. OK pour Myriam. OK pour Vanny. Fais ma pré-rentrée vendredi. Yes. OK pour Françoise. OK pour Pamela. OK. C'est bien. OK, on avance. Alors, le premier exercice, c'est simple. Ça va être de compléter le texte. Donc, je vais vous le lire. Et à un moment donné, il va falloir compléter. Vous allez le compléter avec moi. Donc, restez bien concentrés.
Bienvenue Julie. Restez bien concentrés. Donc là, on va compléter simplement un texte. Le texte fait partie du bloc 1 sur le cours de la maternité. Donc, on est vraiment centré sur le cours de la maternité, module 1, cours sur la maternité. On ne va pas ailleurs. Ok. On va parler de la fécondation. Ok. On est prêt? La fécondation a lieu entre quoi et quoi? Je suis là, coucou Rime. La fécondation a lieu entre et un qui va donner naissance à un œuf. La fécondation a lieu entre et un qui vont donner naissance à un œuf. Allez-y, je vous laisse compléter. On parle de la fécondation. La fécondation a lieu entre et un qui vont donner naissance à un œuf. Exactement. La fécondation a lieu entre l'ovule, oui, et un spermatozoïde qui vont donc donner naissance à un œuf. T'es pas en retard, on vient juste de commencer. Chez l'homme, le est produit par au cours de Je recommence. Premier mot. Chez l'homme, le est produit par quoi? Chez l'homme, le on parle de la fécondation, est produit par les par quoi? Avant, on a dit que la fécondation a lieu entre l'ovule et un spermatozoïde qui vont donner naissance à un œuf. Chez l'homme, le spermatozoïde, je vais vous aider, le spermatozoïde est produit par quoi? Les spermatozoïdes sont produits par quoi? Chez l'homme, les spermatozoïdes sont produits par quoi? Allez-y. Chez l'homme, les spermatozoïdes sont produits par quoi? Ne signalez pas, s'il vous plaît, c'est un live de révision. Je sais que c'est un petit peu spécial, mais c'est un live de révision. Chez l'homme, les spermatozoïdes sont produits par quoi? Allez, c'est parti. Alors, on me dit testicules. Le spermatozoïde est produit par les testicules, ovules. Ça, c'est plus la femme. Donc, les ovules sont produits par les ovaires pour la femme, mais les spermatozoïdes est produit par les testicules, exactement. Les testicules. Par le cerveau. Oui. Au cours de l'éjaculation. Attention, soyez concentrés parce que c'est le premier mot qu'il va falloir trouver. Il y a million de spermatozoïdes qui sont déposés dans le vagin. Il y a million de spermatozoïdes qui sont déposés dans le vagin. Combien y a-t-il de spermatozoïdes qui sont déposés dans le vagin lors de l'éjaculation? Est-ce que vous en rappelez? Vous vous en rappelez ou pas? On me dit 200 millions, 1 million, des millions, plusieurs, 10 millions. Alors, il y a 200 millions de spermatozoïdes qui sont déposés dans le vagin lors de l'éjaculation. C'est énorme. Il y en a 200 millions. À bien noter. Alors, je reprends. La fécondation a lieu entre l'ovule et le spermatozoïde qui vont donc donner naissance à un œuf. Les feuilles, je vais vous les donner. Ça vous permet de synthétiser. Chez l'homme, le spermatozoïde est produit par les testicules au cours de l'éjaculation. 200 millions de spermatozoïdes sont déposés dans le vagin. Mais qui a compté MDR? Ah, c'était qui disait? Alors, il disait gamberge, le monsieur qui fait gamberge. Là, il faut gamberger. Qui est-ce qui a fait ça?
Voilà, donc à retenir les 200 millions hein, qui sont déposés dans le vagin. Maintenant, on va parler de la migration et la nidation de l'œuf. La migration et la nidation de l'œuf. Donc, vous voyez ici, je ne sais pas si on va voir, vous avez l'œuf qui va donc passer le chemin ici. Mais celle-ci va être aidée par quoi? Vous voyez, la migration de l'œuf va donc passer, voilà, va faire son chemin, elle va sortir de l'ovaire, puis aller directement au niveau de la trompe et elle va se planter dans la cavité utérine. Mais elle va être aidée par quelque chose. Par quoi? Par un liquide, par la paroi utérine. Elle va être aidée par quelque chose de très spécial pour arriver dans cette cavité-là, utérine. Par des cils, super Fatoumata, effectivement. Il y a des cils vibratoires qui poussent, si vous voulez, l'ovule à atterrir au niveau de la cavité utérine. Mais elle va être aidée par la trompe, hein, voilà, par les mouvements, parce que la trompe, elle va faire des mouvements, elle va être aidée par la trompe. Et puis aussi les cils vibratoires qui va donc aider l'œuf à atterrir au niveau de la cavité utérine. Donc effectivement, la migration et la nidation de l'œuf est aidée par les mouvements de la trompe et des cils vibratoires. Ok, alors là je pense que Habiba va savoir répondre à cette question. On va répondre à cette question. Les premières semaines, le bouchon embryonnaire va donc s'aplatir pour former ce qu'on appelle un disque embryonnaire. Les cellules vont donner naissance à différents organes à partir de 3 sortes de tissus. Est-ce que vous savez quelles sont les 3 sortes de tissus que l'on parle là? Les cellules vont donner naissance aux différents organes à partir de 3 sortes de tissus. Est-ce que vous connaissez ces tissus-là? Il y en a 3 sortes. Est-ce que vous les connaissez ou pas? Les premières semaines, le bouchon embryonnaire va donc s'aplatir pour former un disque embryonnaire. Les cellules vont donner naissance aux différents organes à partir de 3 sortes de tissus. Habiba, l'ectoderme, oui. Oui. Tissu cellulaire, l'endoderme, oui. Et il manque un dernier. Mésoderme, endoderme, exactement. Ces 3 sortes de tissus, il faut les apprendre. Alors, vous n'avez pas besoin de savoir qui fait quoi. Simplement savoir qu'il y a 3 sortes de tissus. L'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme. C'est les trois sortes de tissus qu'il faut connaître, absolument. Vous n'avez pas besoin de savoir le pourquoi du comment. Simplement retenir qu'il y a 3 sortes de tissus. Pour vous, c'est suffisant. Est-ce que c'est bon pour vous? L'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme. Oui, alors ce que je suis en train de vous dire, ça fait partie des 3 dernières vidéos sur YouTube. C'est pour ça qu'on fait ce live de révision. Non, c'est pas un métier juste pour travailler en EHPAD, c'est pour travailler dans les secteurs hospitaliers également. L'endoderme, c'est les tissus de l'utérus. L'endomètre. Coucou, je suis en retard. Mince, on vient juste de commencer. On va parler de l'endomètre après. On en parlera. Effectivement, alors là, je ne sais pas si tu vois là dans le schéma. Ah bah, il n'y a pas marqué, mais j'avais ciblé l'endomètre. J'avais ciblé un peu l'endomètre. Donc pas confondre avec l'endoderme, l'endomètre, c'est complètement différent. Les 3 sortes de tissus qu'il faut retenir, hein, là en l'occurrence, ce sont l'ectoderme,
l'endoderme et le mésoderme. Ok. Ok, ok, ok. Donc, une grossesse dure combien de mois? Là, c'est une question facile. Une grossesse dure combien de mois? Alors, tout va dépendre de la région où tu es situé. Mais moi, en tout cas, de mon côté, il y a beaucoup d'aides-soignantes en maternité. Parce qu'il y a un manquement d'auxiliaires. Alors, voilà, une grossesse, normalement, dure 9 mois. Hein? Ok, ok, ok. Donc, la phase embryonnaire va comprendre quel mois, à peu près? La phase embryonnaire comprend quel mois de grossesse? On parle de la phase embryonnaire quand c'est quel mois? 34 et 39 et 41 semaines. 42 semaines. Il y a des mamans parmi nous. Hein. La phase embryonnaire va comprendre quel mois? Est-ce que vous savez un petit peu? Très bien, Isha. La phase embryonnaire n'a pas à comprendre avec la phase fœtale. Fœtale, j'arrive pas à le dire. Attention, phase embryonnaire. Alors, c'est le premier mois de la grossesse au 3e mois de la grossesse. C'est la phase embryonnaire. Premier mois, 2e mois, fin du 3e mois de grossesse. Voilà. Embryonnaire, on parle d'embryon. Fœtal, on parle de fœtus. D'accord? Donc, à partir du 4e mois au 9e mois de grossesse, c'est plus la phase embryonnaire. C'est la phase fœtale. Donc, durant cette phase embryonnaire, il y aura un gros bouleversement au niveau de l'organisme de la femme. Bah, tout simplement parce que, effectivement, cet embryon va évoluer très rapidement. Exactement, c'est les 3 premiers mois de grossesse. Alors ça, c'est un élément qu'il faut absolument se rappeler. C'est très rare que vous avez la maternité en examen blanc, mais cette année, il y a eu une école dans laquelle j'y vais, ça m'a même surprise, qui ont fait du coup l'examen sur la maternité. Les questions qui sont ressorties, la question qui est ressortie, c'est ça. La phase embryonnaire correspond à quel mois de grossesse? Vous voyez? Donc, bien comprendre que c'est les 3 premiers mois de grossesse. Donc là, on va parler un petit peu des 3 premiers mois. À la fin du 1er mois de grossesse, qu'est-ce qui va se passer pour cet embryon? Est-ce que vous savez un petit peu? À la fin de ce 1er mois de grossesse, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout petit, hein? C'est un haricot, c'est tout petit. Mais ça évolue. Mais là, on parle de la fin. On ne parle pas du début du 1er mois, on parle de la fin du 1er mois. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous savez? Non, pas encore. La forme commence à se dessiner, il prend forme, l'embryon va commencer à se former. Le cœur, exactement, Fatoumata. C'est exactement ça. En fait, si vous voulez, le cœur va recevoir du sang oxygéné du placenta. Exactement. Et du coup, impur venu des organes. Mais le principal, ce qu'il faut comprendre, c'est que lors du 1er mois, fin du 1er mois de grossesse, le cœur recevra, hein, on parle de l'embryon, hein, ça commence à se former, va recevoir du sang oxygéné venant du placenta. Voilà. Exactement, le cerveau et le cœur, ce sont les premiers organes qui vont commencer à se développer. Exactement. Donc ça, il faut le retenir. Vous inquiétez pas, cette fiche, je vais vous la donner. Après, vous allez la compléter. Vous pouvez la compléter via les vidéos de cours que je vous ai mis sur YouTube ou bien en regardant le replay de cette vidéo sur YouTube.
Mais je vais vous la donner en story et sur YouTube si ça vous intéresse. Donc voilà, vous savez que lors de la fin de premier mois de grossesse, le cœur de l'embryon qui commence à se développer va recevoir du sang oxygéné venant du placenta. Au deuxième mois de grossesse, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous savez un petit peu? Au deuxième mois de grossesse, qu'est-ce qui va se passer pour cet embryon? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, on va parler après de l'avortement. Intéressant, Cécile. Les membres se forment. Donc là, il y a une évolution. D'accord. Ouais, oui, il y a beaucoup de choses à apprendre pour la formation d'aide-soignant. Il y a l'ébauche des organes. Super, Fatoumata. Les membres, le cœur commence à se développer, les lobes pulmonaires commencent à se développer, exactement, c'est ça. La moelle épinière, les muscles, les vaisseaux sanguins, les gros vaisseaux sanguins vont commencer à se développer, les nerfs, les ganglions également. Mais c'est bien, vous avez révisé. Super Fatoumata, super Aïcha. Exactement. Les ganglions. Alors, en gros, effectivement, ça correspond à l'ébauchement des organes. C'est-à-dire que les nerfs, j'essaye de faire en l'ordre, les nerfs, les ganglions vont se former, les lobes pulmonaires, les premiers muscles vont également se former, la moelle épinière, l'appareil génito-anal également. Le visage va commencer à se former, à se dessiner. Et ça, au deuxième mois de grossesse. Vous vous rendez compte comment ça passe vite? Bébé, il baigne dans un liquide amniotique. On va parler de liquide amniotique. Il est tout petit déjà et même à son deuxième mois de grossesse, il commence à avoir ses organes, l'ébauche des organes, ça veut dire ces organes vont commencer à se former, se mettre en place. Voilà, automatiquement, ils vont s'identifier petit à petit, ils vont progresser dans l'évolution. Exactement, il y a aussi la tête qui est surdéveloppée et plus grosse que son corps. Et effectivement, Abiba, les membres s'allongent, effectivement. Il y a une superbe vidéo sur YouTube, je ne sais pas c'est quelle chaîne, et alors ça a été filmé, très très bien filmé, où vous voyez toute l'évolution de la période où il y a cet échange entre l'ovule, le spermatozoïde, et que ça va former une zygote, le développement des cellules, etc., jusqu'à l'accouchement. Et je vous invite à la regarder, je ne sais pas c'est quoi comme chaîne YouTube, mais c'est tellement bien filmé, c'est superbe. À ce stade-là, on peut distinguer tous les organes. Et au troisième mois de grossesse, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, au deuxième mois de grossesse, ça commence à se développer. Au troisième mois de grossesse, qu'est-ce qui va se passer? Au troisième mois de grossesse, qu'est-ce qui va se passer? Les doigts, les coudes, il se nourrit, il devient fœtus. Alors, pas au troisième mois, au quatrième mois. Intéressant, fait pipi. Ça sera plus au quatrième mois, ça, du coup. Au niveau de l'appareil, les reins, qui va sécréter de l'urine. Exactement, Fatoumata. Donc là, à ce stade de 3 mois de grossesse, eh bien, il va prendre une forme humaine. Vous voyez, au deuxième mois de grossesse, je pense que c'était Aïcha qui l'avait dit, ou Abiba, on avait dit que la tête était surdéveloppée, que la tête est plus grosse que le corps. Eh bien là, au troisième mois de grossesse, eh bien la tête va prendre une forme arrondie, plus arrondie, son visage va se définir entre guillemets, elle va être un peu plus arrondie. Son corps va commencer de plus en plus à s'allonger, et ses organes commencent progressivement à marcher, pas encore efficacement, mais ça commence déjà. Au troisième mois de grossesse,
C'est rien, hein, ça va vite. Il y en a, ils sont au courant qu'à leur 3e mois de grossesse qu'ils sont enceintes. Hein. Vous voyez déjà, à cette période-là, on a des organes qui sont bien installés, le visage de l'embryon commence à se développer, se définir, hein, les membres s'allongent, et à ce stade-là, en fin du 3e mois de grossesse, parfois, on peut définir le sexe du bébé. Alors, c'est très difficile au 3e mois de grossesse, mais il est fort possible, hein, il est possible qu'on puisse déjà définir le sexe du bébé. L'appareil génital, ouais. Ok. Donc, à retenir, 1er, 2e, 3e mois, c'est la phase embryonnaire. Et durant cette phase embryonnaire, il y a un développement qui va être très rapide, progressivement rapide, très rapide. Et on se rend compte que dans cette phase-là, eh bien, on passe à un instant à un haricot, un être venu de l'espace, à quelques mois, une forme humaine, hein, parce qu'à 3e mois de grossesse, déjà, on peut vraiment définir l'être humain, qui est vraiment bien développé déjà. Exactement, c'est super important ce que tu dis. Cette phase-là, hein, les 3 premiers mois de grossesse, c'est une phase pour la maman et également pour le bébé, une phase qu'on dit une phase vulnérable. Donc, c'est là où la maman fera énormément attention. Hein. Vous savez, durant le Covid, on faisait super attention. Hein. Il y a eu beaucoup de fausses couches durant cette phase-là. Hein. La maman qui tombe malade, la rougeole, tout ça. Le bébé prend cher également. Donc, fais super attention à cette phase-là, puisque c'est la phase, hein, où les fausses couches, déjà, on le dit, hein, bien souvent à la famille, on évite d'annoncer sa grossesse avant les termes du 3e mois passé. Parce que cette phase-là, c'est une phase où il y a une forte possibilité, alors forte, il y a une possibilité de faire une fausse couche, puisque la mère et l'embryon est bien évidemment très vulnérable. L'hygiène, tout ce qui en suit, l'hygiène alimentaire, l'hygiène corporelle, attention à ce qui nous entoure, hein, les maladies, les infections qui nous entourent, puisque durant cette phase-là, c'est une phase très sensible, très critique. Ok, et vous allez avoir un rôle hyper important par rapport à l'information et l'éducation pour ces mamans. Notamment si c'est leur premier enfant. Oui, les aides-soignants sont amenés à travailler en maternité. C'est possible. C'est pour ça que vous avez ce cours. Voilà. Donc, ça y est, on a fini la phase embryonnaire. Maintenant, on va parler de la phase fœtale. Et donc, c'est du 4e mois au 9e mois de grossesse. Donc, au 4e mois, qu'est-ce qui se passe ? Si on a dit au 3e mois, les organes, la forme humaine commence à venir, les organes commencent à se former un peu plus. Qu'est-ce qui se passe au 4e mois de grossesse? Qu'est-ce qui se passe pour le 4e mois de grossesse, la phase fœtale? Il commence à bouger. Ça fait des bulles. ça fait des bulles. Qu'est-ce qui se passe au 4e mois de grossesse? Il se nourrit. Les mouvements. On a dit qu'au 3e mois, il y a le développement de tous ces organes. Mais on n'a pas dit s'ils étaient fonctionnels encore. Ils sont en plein développement. Super Fatoumata. Exactement. Il y a des organes qui deviennent fonctionnels au 4e mois de grossesse. D'accord? Vous avez le foie qui va sécréter de la bile déjà. Et c'est pas tout, puisque vous avez aussi les reins qui vont sécréter de l'urine à ce stade. Au 4e mois, le rein va sécréter de l'urine, et il y a aussi la fabrication de la bile dans le foie. Donc déjà, et les organes deviennent maintenant fonctionnels. Oui, on peut voir le sexe du bébé. Alors, à la fin du 3e mois, le sexe est défini.
Donc, si votre gynécologue ou autre fait l'échographie et que celui-ci arrive à voir, c'est très dur, hein, encore en 3e mois. Mais au 4e mois, déjà, on peut voir le sexe du bébé. Exactement, les mouvements commencent à se coordonner, oui, ils se développent. Ah, on pose la question, très intéressant, qu'est-ce que c'est que la bile? Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce que c'est que la bile? Il se déplace à l'intérieur, il est chez lui, bah, il fait la fiesta hein, jusqu'à la fin des haricots. C'est bien dans le ventre de maman. Hein. Ah là là, si seulement on pouvait s'en souvenir et puis y retourner de temps en temps, ça ferait du bien. Qu'est-ce que c'est que la bile? La bile, c'est très 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 important. Qu'est-ce que c'est que la bile? Allez-y, pour ceux qui savent, dites-moi. On a dit que le fœtus, eh bien, va fabriquer de la bile. La bile, on le retrouve dans le foie. Il est hyper important pour la digestion. Qu'est-ce que c'est que la bile? Oui, il cause les remontées d'acide. Chez la mère, oui. Alors, la bile, c'est un liquide hein, qui est situé, donc c'est très acide, qui est situé au niveau du foie, qui est primordial pour la digestion, si tu veux. Hein. C'est une sécrétion ouais, super, vitale pour l'organisme. Celle-ci va permettre de détruire les aliments pour mieux digérer. Elle est hyper importante. Répondez au inbox. C'est quoi inbox? En inbox, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est inbox. Alors, ok. Donc le 4e mois de grossesse, les organes deviennent fonctionnels. Ça y est, les reins vont sécréter de l'urine et le foie va tout simplement, eh bien, sécréter aussi, fabriquer de la bile. Ok. Au 5e mois, qu'est-ce qui se passe? Et là, 5e mois, ça peut être très dérangeant parce que la maman peut avoir des nausées hein, dans cette période, mais c'est pas pour rien. Parce qu'il va se passer quelque chose. Ce fœtus va développer quelque chose chez lui et qui peut donner certaines nausées à la maman. Qu'est-ce que c'est? Au 5e mois de grossesse, ouais, les cheveux et les ongles. Ouais, la petite touffe commence à pousser. Et du coup, bah, ça a une bonne réaction chez la maman, enfin une mauvaise, parce que c'est pas agréable, a une réaction chez la maman, puisque ça va chatouiller les cheveux, bah, voilà, ça peut, cheveux longs. Et super Fatoumata. Et là, au 5e mois, le bébé a cette mobilité des mains, des pieds, et il apprend à sucer son pouce au 5e mois de grossesse. Quand vous faites une échographie, alors moi j'ai une échographie de mon fils, il était en plein suçage de bouche, de pouce, c'était super beau. Et à ce mois-là, eh bien, ils ont cet instinct de téter, de la téter. Je regarderai les messages plus tard. Hein. J'ai pas mal de retard sur mes messages puisque j'étais en vacances. Et actuellement, j'ai mes congénères qui répondent aussi derrière moi, Marion et Julie. D'où les cheveux peuvent donner la nausée. Exactement, les cheveux, la petite touffe. Ok, pas de souci, Fatma. Il suce son pouce, oui. Et les traits se précisent. Exactement. Oui, ça sera mis sur replay, sur YouTube. Ok. Donc là, on était au 5e mois. Au 6e mois, qu'est-ce qui se passe? Au 6e mois de grossesse, qu'est-ce qui va se passer du coup? Brûlure d'estomac, c'est horrible.
À 6e mois de grossesse, on dit qu'à cette période-là, celui-ci peut venir. À 6e mois de grossesse, on dit qu'à cette période-là, celui-ci peut venir. À 6e mois de grossesse, on dit qu'à cette période-là, celui-ci peut venir. Tous les dispositifs qui sont mis en place, prématuré, hein, grand prématuré, prématuré. Il dit qu'à son le 6e mois, on dit que le fœtus est comment? Ouais, la fin de formation du sexe. Super, Fatoumata. T'as bien révisé, dis donc. Ok, ça, il faut le retenir. Vous voyez tout ce qu'on voit là, 5e mois, tout ça. Pour vous, les aides-soignants, vous n'allez pas avoir des questions comme ça à l'examen. Par contre, on risque de vous dire la période fœtale et la période embryonnaire, qu'est-ce que c'est? Il y a une chose où il faut bien se rappeler, c'est qu'à la 6e mois de grossesse, on dit que le fœtus est fiable. À 6 mois de grossesse, on dit que le fœtus est fiable. Ok? Ils pèsent environ, moi j'ai mis 1,40 kg, même parfois un peu plus. Ça va dépendre des personnes. Ils pèsent environ 1,40 kg, hein, pour 1 kg pour 40 cm. On dit que ce fœtus, il est fiable et qu'ici, actuellement, il viendrait au monde, il y a une bonne probabilité de chance qu'il puisse survivre avec tous les dispositifs qu'il y a actuellement. Il peut survivre. Hein, c'est pas 100% sûr, mais il y a des bonnes chances de survie à ce stade, à 6 mois de grossesse. Donc là, vous vous rappelez juste qu'à 6 mois de grossesse, on dit que le fœtus est fiable. Point. N'allez pas chercher midi 14. Vous, ça sera ça. Ne vous blindez pas trop dans le cerveau. Il sera grand prématuré. Oui. Ok. Pourquoi il sera grand prématuré? Est-ce que vous savez pourquoi? Alors oui, parce qu'on dit hein, qu'à 5e mois mois de grossesse, hein, les organes sont formés, fonctionnent. À 6 mois de grossesse, il y a toujours hein, les organes qui sont formés, qui fonctionnent et puis qui évoluent de jour en jour. On dit qu'il est fiable parce que ces organes fonctionnent, mais il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner correctement. Excusez-moi, viable. Excuse-moi. Exactement. À ce stade-là, il ne va pas respirer seul. Son appareil respiratoire à 6 mois de grossesse ne sera pas OK. Ne sera pas OK. Exactement. Les poumons n'auront pas atteint leur grande maturité. C'est surtout ça qui risque d'être compliqué. Et effectivement, si celui-ci n'a pas atteint sa maturité, comment voulez-vous qu'il puisse oxygéner tous ses organes derrière? Donc il peut être prématuré, il a ses chances de survie, bien sûr qu'il sera appareillé, puisqu'il faudra attendre que tout cela puisse vraiment être mature, hein, ces organes vraiment viables et matures, pour pouvoir voilà, dire que c'est bon, sa vie est hors de danger. Exactement, à ce stade-là, ça nécessite une grande surveillance. Je suis d'accord. Donc du coup, vu qu'on a dit au 6e mois, donc au 6e mois, le fœtus est viable, mais attention, risque de prématuré, hein, qui naissent prématurés, celui-ci sera appareillé, puisqu'effectivement, ces organes d'où l'organe, hein, l'appareil respiratoire ne fonctionnera pas en totalité, donc il ne sera pas suffisamment mature pour pouvoir, hein, on sait que c'est primordial. À 7 et 8 mois, qu'est-ce qui se passe du coup? À 7-8 mois de grossesse, qu'est-ce qui va se passer du coup? Coucou Rim. À 7-8 mois de grossesse, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous savez?
C'est le module 1. Module 1, cours sur la maternité. À 7-8 mois de grossesse, qu'est-ce qui se passe? Il a 22 ans. Aujourd'hui, les chances de survie pour un prématuré est énorme. Hein. On est en pleine évolution. Oui. Super billionnaire. Effectivement, là, à ce stade-là, les poumons donc les poumons deviennent matures. Il va percevoir les sons. Hein. Les sons, il entend. Il entend. À 7-8 mois de grossesse, celui-ci, l'appareil respiratoire va atteindre sa maturité. Hein. Les yeux vont commencer à s'ouvrir. Donc, il voit rien. Il voit juste la lumière. Hein. Bon, c'est juste ça. Les yeux commencent à s'ouvrir. Il va commencer à entendre. À partir de cette période-là, souvent, on conseille à la maman de lui parler tout en touchant son ventre, d'écouter de la musique, de dire au papa de parler, hein, de mettre sa tête et de communiquer, puisque celui-ci reconnaît les sons. Il entend. Il entend. Va boire le liquide hein, qui est à l'intérieur. Il va commencer à toucher un peu partout, faire le curieux. C'est la fête au village. Là, c'est la teuf. Alors là, c'est la période où la femme enceinte est hyper fatiguée. Hein. Il y en a, ils sont fatigués toute leur grossesse. Il y en a, ils sont fatigués les 3 premiers mois parce qu'ils vont avoir des nausées. Hein. C'est normal. Et après, ça va aller mieux. Mais du coup, la fatigue va revenir à 7-8 mois de grossesse, 9 mois par rapport au poids, certes. Mais pas seulement. Parce que ici, il se passe des trucs. Lui, il fait la teuf. Ça bouge, et ça fatigue. Donc voilà, donc là ici il faut retenir simplement que du coup à 7-8 mois de grossesse, ça y est, ses poumons arrivent à maturité. Celui-ci va commencer à ouvrir ses yeux, voilà, à toucher un peu partout, à bouger comme on le sent bien, il va vraiment bouger tout ça. Il va changer de position, des fois ça y est, il commence à prendre sa position, hein. Donc à 8 mois plutôt, 8 mois de grossesse, il va prendre sa position, tête en bas. C'est pas tout le temps le cas, mais il va prendre position. À 9 mois de grossesse, qu'est-ce qui se passe? Coucou Marocain, alors pour la VAE, je t'invite directement à aller regarder. Alors, petite pause. Il me manque juste 3 personnes pour le groupe VAE. Sur le groupe qui commence le 15 septembre. À 9 mois de grossesse, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je t'invite à regarder du coup cet email pour la VAE pour ceux qui sont intéressés. Le groupement VIP VAE, on prend juste 20 personnes. Il faut joindre via cet email VAE soutienmargoto@gmail.com. Alors, à 9e mois de grossesse, il a déjà pris sa position. Il veut sortir. Hein. On prépare la sortie du bébé. Hein, l'accouchement est proche. Hein. Il y a une date butoir qui est mise en place. Ou bien, celui-ci, à tout moment, peut venir. Même à 8 mois de grossesse. Hein. Pas d'inquiétude. Même à 8 mois de grossesse. Le fœtus peut naître, il n'y aura aucun souci puisque ses poumons arriveront à maturité. 9e mois de grossesse, là, ça devient un peu pesant pour la femme enceinte. On arrive au terme, les organes sont construits. Celui-ci a ses poumons normalement construits, tout va bien. Il est prêt à sortir. C'est parti au taquet. Logiquement, il pèse 3 kilos. Hein. Bon, ça dépend des bébés. Hein. Moi, vous voyez, mon fils, il était tout petit. Hein. Il faisait 2 kg 350. Mais il était bien. Hein. Il était grand et fin. Voilà. Donc, 3 kg et taille 50. Donc, ça, c'est les normes. Celui-ci a une température qui avoisine comme normalement les 37 degrés. Hein. C'est la température du corps. Et donc, là, à ce stade-là, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est la merde?
Oh la vache, ah, ça c'était dur. Je sais pas vous, mais on réfléchit à 2 fois après. Hein. 4 kilos pour toi, Rime. Super. 4 kilos 100. Bah dis donc. Oh, des beaux bébés, vous. Hein. Elle était tout petit, tout fragile. Et pourtant, je mangeais. Mais manger pour 2, c'est faux. Hein. C'est un vice. Les gens qui vous disent, oh, t'es enceinte, mange pour 2, ils te mettent des plats, des assiettes. C'est faux. Hein. Parce que vous allez prendre du poids, mais lui, il arrive, petit cornichon. Hein. Me placer une bandelette urinaire. Ah ouais. Sur les livres que tu suggères aux autres. Oui, je pourrais faire ça. C'est une partie de plaisir. Moi, j'ai adoré hein, mettre au monde, mais en fait, c'est la souffrance. La péridurale, pour moi, n'a pas marché pour les 2. Je sais pas vous, mais... et j'allais accoucher mon fils dans les toilettes parce que je pensais que c'était... que j'étais constipée depuis quelques semaines et je pensais que c'était le moment. Et j'allais accoucher dans les toilettes et je pense que je l'ai très mal vécu, cette histoire. T'as pris 30 kilos? Ah ouais, moi j'étais pas loin aussi. 35. Ouais. Ouais, ouais. Faire attention au poids. Ça aussi, en tant qu'aide-soignant, vous avez un rôle primordial sur l'hygiène de vie à conseiller, sur l'hygiène alimentaire pour les femmes enceintes. C'est hyper important ça. Alors oui, la femme enceinte, une fois qu'elle accouchera, va perdre, hein, parce que tout l'eau, tout ça va partir. Hein, mais il y a beaucoup de choses qui vont rester. Ah, je mangeais tellement. Mais oui, puisqu'on a cette notion, je suis enceinte, il faut le nourrir à lui. Mais non, 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 on mange normalement enceinte. On ne va pas dans l'excès. On va pas dans les... J'ai accouché sans péridurale. Ah là là, c'est Linette. Oh, c'est horrible. Hein. Ça a été pour toi? Oh, on va parler de la péridurale. On va parler. Bon, est-ce que ça va là? Jusqu'à maintenant, on n'a fait que 2 feuilles. Est-ce que ça va pour vous là jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va? Sans péri. Oh là 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 là. Si je tombe encore enceinte, moi, il faut absolument... moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que ça va pour vous? Une fois accouché de notre corps, moi on parlera ça justement de la femme enceinte, après l'accouchement. Après l'accouchement, il y a des femmes enceintes, des femmes enceintes. Après l'accouchement, il y a des mamans hein, qui vont contracter une sévère dépression. Par rapport à plein de choses, hein, l'acceptation du bébé, hein, du nouveau-né, mais également le corps hein, qui change, qui n'accepte pas hein, ces modifications. Hein, voilà. Hein, parce que effectivement, hein, cette grossesse, hein, on met au monde un être, hein, on porte cet être 9 mois dans notre ventre, on le met au monde. Derrière tout ça, il y a des traumatismes corporels qui se créent et c'est très compliqué hein, pour la femme de se voir changer à vue nue. On va parler des cheveux, de la perte de cheveux, on va parler de plein de petites choses comme ça. Et la dépression peut arriver dès la grossesse, après l'accouchement et après l'accouchement et pendant cette période du nouveau-né, hein, cette grosse période qui peut durer 1 an, hein, même voire plus. Donc le baby blues, ouais, ça c'est chaud et c'est pas contrôlable. Hein, et à ce moment-là, il faut réellement être auprès de la maman, de l'enfant effectivement, mais très compréhensive parce que c'est quelque chose d'incontrôlable. Même la femme, hein, la mère, ne peut exprimer hein, la sensation qu'elle a. Hein. C'est un très gros choc au niveau physique et mental. Donc ça, on en parlera. Je ne sais pas si on en reparlera aujourd'hui, mais on en reparlera. C'est parti. Maintenant, on va parler des annexes.
quels sont les annexes? Donc, la maman a accouché. Pop, pop, pop. On va parler des annexes. Hein, on parle de l'accouchement. Je perds toujours mes cheveux, t'inquiète pas. Je perds toujours mes cheveux, t'inquiète pas. Je perds toujours mes cheveux, t'inquiète pas. Champion module 3. Je vous invite directement à aller sur ma chaîne YouTube Révision Aide-Soignante 2.0. Vous avez plein de vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est que les annexes? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? La femme accouche, hein, lors de l'accouchement, on parle beaucoup d'annexes. La perte de liquide amniotique, le placenta, le cordon ombilical. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Exactement, la membrane, le placenta, le liquide amniotique. Oui, tout ça, ce sont des annexes. À les apprendre par cœur. Alors, les annexes, vous les apprenez par cœur. Ils ne sont pas nombreux. Vous avez le placenta, le cordon ombilical, le liquide amniotique et les membranes. D'accord? Ça, ce sont points. Qu'est-ce que c'est points? On peut faire des points. J'ai pas compris, Manon. Voilà, ces annexes-là, il faut les apprendre par cœur. Placenta, cordon ombilical, liquide amniotique et membrane qu'il faut connaître. Le placenta a combien de fonctions et quelles sont-elles? Le placenta a combien de fonctions et quelles sont-elles? Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le placenta? Oui, il faudra donner leur rôle. Effectivement, Fatoumata. Fatoumata, t'as trop bien révisé. T'es superbe. Alors, effectivement, il y a 3 fonctions. Le placenta a 3 fonctions. D'accord? Alors, de protection, oui, effectivement. De protection, nutritive, d'échange, gazeux et nutritive, oui. Hormonal, effectivement. Alors, le placenta, hormonal, échange. Donc, quand on parle d'échange, c'est gazeux et nutritif. Et de protection. Exactement. Le module 1, la maternité. Placenta a 3 fonctions. Hormonal, échange. Donc, on parle d'échange, c'est gazeux et nutritif. Et de protection. Voilà, vous retenez ça. Vous pouvez faire des petites fiches QCM. Vous marquez les questions que je vous mets là. Vous pouvez les marquer en QCM et vous marquez la question. Prenez une feuille, une petite feuille, réponse et derrière, question et derrière la réponse. Ok. Le cordon ombilical. Le cordon ombilical, quelle est sa fonction, le cordon ombilical? Il sert à quoi, lui? Le cordon ombilical, il sert à quoi exactement? Il fait un sacré lien, le cordon ombilical. Est-ce qu'il est relié au placenta? D'accord? Et au fœtus. Exactement, c'est l'attachement entre le bébé et la maman grâce au placenta. Donc, vous avez le placenta, le cordon ombilical et le fœtus. Voilà, maman, placenta, cordon ombilical et fœtus. Il nourrit, il oxygène, exactement. Donc, la chose aussi qu'il faut apprendre, c'est que le cordon ombilical est composé de 3 vaisseaux. Donc, le premier, c'est une veine et il a 2 artères. Oui, il sera diffusé sur YouTube. Exactement, O2 et CO2 apportent le sang oxygène et évacuer le CO2, yes.
à lui apporter les nutriments et de l'oxygène. Voilà, le cordon ombilical est hyper important. Hein. Il relie comme, alors vous vous souvenez, hein, vous voyez le placenta, le gros beefsteak, ça sort, le gros beefsteak qu'on pèse, hein, que l'auxiliaire, l'idée ou la sage-femme va peser, hein, il pèse le placenta, il vérifie que celui-ci est bien en entier, hein, quand il sort. On parle de la délivrance, ça fait partie de la délivrance. Ils vont peser le placenta. Et également, ben, on sait que le placenta est relié avec, donc il y a le cordon, voilà, placenta, maman, placenta, cordon, fœtus. Hein. Le placenta va permettre de faire le lien entre la maman et le fœtus, va oxygéner et nourrir le fœtus tout au long de la grossesse. Voilà. T'as eu le cours, Sandrine, sur la maternité hier, bah tu vois, je suis dans les temps. Je suis dans les temps. Voilà, donc ça, il faut savoir. Donc après, il y a 3 vaisseaux, une veine, 2 artères. Vous n'avez pas trop besoin de savoir le pourquoi du comment pour vous. Honnêtement, n'allez pas vous compliquer les choses. Si vous voulez vous compliquer les choses, je vous invite à regarder la vidéo. Mais voilà. Le liquide amniotique, c'est quoi? On parle liquide amniotique, donc qui fait partie des annexes. C'est quoi le liquide amniotique? Commencer par le raisonnement clinique. Souvent, c'est ça, recueil de données, raisonnement clinique. Il protège le bébé de quoi? Le liquide amniotique protège le bébé de quoi? Du bruit? Ouais. Ouais, mais il protège comment? C'est quoi son pouvoir? Donc, effectivement, du bruit. Et quoi d'autre? Super, des chocs, super AS. Des chocs, oui. Des microbes, des infections, super, des frottements, infections. Le choc protège de la température. Il a un pouvoir sur ça. Alors, exactement, il protège contre le bruit, contre les chocs, protège, hein, régule la température, assure l'hydratation, il protège contre les infections, hein. Les infections, ça il faut l'apprendre. Hein. Quand il y a durant la grossesse une perte de liquide amniotique, c'est une urgence. On ne prend pas ça à la légère. Et donc vous, en tant qu'aide-soignant, soignant, vous savez pertinemment, vous allez lui poser des questions, quel type de liquide elle a perdu, hein, la patiente, parce que ça doit vous alerter. Hein. Est-ce que c'était du sang ou est-ce que c'était gluant? Est-ce que c'était... Vous voyez, le liquide doit être comment? Exactement, le liquide a un pouvoir aussi pour le développement. Oui. Super Fatoumata. Le liquide amniotique doit être clair et inodore. Ça doit vous alerter. Hein. C'est des signes. Hein, quand vous regardez les pertes, hein, de la maman, vous allez bien évidemment regarder, hein, la culotte ou autre, hein, gentiment. Vous allez aussi constater quel type de liquide, hein, on ne sait pas. Donc, elle est claire, hein, parfois on ne voit pas. Hein. Elle est inodore, il ne doit pas avoir d'odeur. C'est un liquide de protection, exactement. Mais vous êtes bien. Vous êtes bien. Durant la grossesse, il y a des visites qu'on appelle des visites prénatales qui sont obligatoires. La législation, hein, elle a mis obligatoire des visites prénatales. Elles sont en nombre de combien? Est-ce que vous savez? Les visites prénatales, ils sont en nombre de combien? Est-ce que vous savez? La visite prénatale, donc ça veut dire durant la grossesse, elles sont en nombre de combien? À ne pas confondre avec les échographies. Les visites prénatales sont en nombre de combien? Donc, elles sont obligatoires. Hein, ne pas confondre avec les échographies.
Alors, on me dit 3, on me dit 7. Alors, est-ce que c'est 3? Est-ce que c'est 7? On me dit 4, on me dit 3, on me dit 7. C'est quoi? On me dit 5. Les visites obligatoires, donc, qui ont été mises par la législation, donc les visites prénatales sont en nombre de combien? Si je vous ai dit de ne pas faire la différence, c'est justement sur la feuille d'examen l'année dernière, et il y a eu une grande confusion sur ça. Et je vois que vous faites pareil. Alors, il y a 7 visites prénatales obligatoires. Vous le notez. Il y a 7 visites prénatales obligatoires. Celles-ci sont gratuites, d'accord? Donc, c'est la sécurité sociale qui prend en charge. Donc, il y a 7 visites prénatales. Donc, s'il y a 7 visites prénatales, il y a combien d'échographies alors durant la grossesse? Coucou la fierté. Combien y a-t-il d'échographies durant la grossesse, du coup, s'il y a 7 visites prénatales? On me dit 3, on me dit 4, on me dit 3. Alors, parfois, c'est un peu plus, hein, ça va dépendre si vous allez aux urgences, s'il y a un souci. Mais il y a combien d'échographies? Ouais, il y en a 3. Il y a 3 échographies. Premier, deuxième, troisième trimestre. Et effectivement, ça va dépendre de la santé. Parce que vous pouvez aussi vous rendre chez le gynéco ou autre parce que ça va pas. Ou bien vous avez une santé, une pathologie contractée durant la grossesse ou même avant la grossesse et qui nécessite des visites un peu plus et des échographies un peu plus d'échographies. Voilà. Donc, il y a 3 échographies programmées durant la grossesse. Il y a 7 visites prénatales obligatoires qui sont prises en charge par la sécurité sociale et qui sont gratuites à 100%. Par la sécurité sociale et qui sont gratuites à 100%. Par la sécurité sociale et qui sont gratuites à 100%. Du coup, on va faire super attention. Au plaisir, Cécile. Ok. Il y a 4 phases d'accouchement. Il y a 4 phases de l'accouchement. Est-ce que vous savez? J'aurais dû le dire avant ça. Il y a 4 phases par rapport à l'accouchement. Est-ce que vous savez? Il y a 4 phases par rapport à l'accouchement. Il y a écrit quoi dans tes cours, Sandrine? Par rapport à quoi la perte des os? Exactement, Vanny. Il y a 4 phases. Donc, la phase préliminaire. Donc, préliminaire va correspondre à des douleurs abdominales. Voilà, préliminaire. Le travail, c'est le travail. Hein. Là, c'est dur. Les contractions qui deviennent progressives et accentuées. Hein, le travail, la délivrance et l'expulsion à connaître. Donc, c'est 4 phases à connaître. Alors, vous êtes en cours d'aide-soignant, mais les cours, par exemple, d'ici, en IFSI, ils vont dire 5 phases. Mais nous, on va rester sur les 4 phases et dans vos cours, ça sera 4 phases. Vous restez sur les 4 phases. Préliminaire, travail, délivrance et expulsion. À connaître par cœur. Oui, il y a 3 échographies. Ah non, c'est 3 échographies. Une au premier trimestre, une au deuxième trimestre, une à troisième trimestre. Après, s'il y a des pathologies qui ont été contractées, une surveillance, une grossesse à risque, il y aura beaucoup plus d'échographies. Mais c'est 3 échographies
premier, deuxième, troisième trimestre. Ensuite, c'est 7 visites qui sont prises à 100% par la sécurité sociale, donc gratuites, mais c'est des visites obligatoires. Donc elles sont 7, c'est des visites prénatales. Je t'invite à du coup te diriger vers ton formateur et de lui dire je comprends pas, dans un livre il y a marqué 7 visites peut-être qu'il y a un souci, mais c'est sûr que c'est ça. C'est sûr à 100%. C'est 7 visites prénatales obligatoires et 3 échographies, premier, deuxième, troisième trimestre. Une césarienne, on en reparlera, ouais. Oui, les 7 visites prises en charge, oui. Donc, tu as la visite de datation, oui, et une de chaque mois. Ok, donc on a parlé des 4 phases de l'accouchement, donc période préliminaire, le travail, l'expulsion et la délivrance. Ça j'avais fait. On arrive au bout. Ouais, va voir avec eux. Après, n'hésite pas à venir me voir du coup, Sandrine. Mais c'est sûr que c'est ça parce qu'en plus, ce cours-là, je le donne en IFAS. Donc, c'est sûr, c'est 7 visites obligatoires prénatales et 3 échographies programmées, hormis s'il y a grossesse à risque ou autre. Il n'y a pas de souci. Donc là, on va parler des petites définitions. On va parler des petites définitions et qu'est-ce que c'est que l'épisiotomie? Qu'est-ce que c'est que l'épisiotomie? L'épisiotomie. C'est une incision d'urgence. Elle est faite pour quoi? Du découpage. C'est de la charcuterie. Ils coupent quoi? Qu'est-ce qu'ils vont couper? L'épisiotomie, qu'est-ce que c'est? Une incision d'urgence, oui, mais c'est une incision de où? Pour que le bébé il passe, oui. Pour laisser le bébé passer. C'est une déchirure lors de l'accouchement. Pour ouvrir le passage, oui. Alors, une épisiotomie, c'est tout simplement une incision qui va consister à ouvrir le passage pour le bébé. Hein, c'est une incision, donc c'est un acte d'urgence puisque le bébé doit être en souffrance et on doit libérer suffisamment de passage pour que celui-ci puisse sortir, hein, du moins sa tête, ses épaules et hop hop hop. Hein. Donc on va tout simplement découper, inciser si vous voulez au niveau du périnée. Cette action va être faite à la fin de la contraction. Donc quand il n'y a plus de contraction, hop, une incision va être faite. Le passage du coup lors de la contraction sera libéré et le bébé pourra dégager sa tête. Donc c'est tout simplement une incision. Dégagera la tête, etc., etc. Bien sûr, dit incision, dit que celle-ci doit être recousue. Et bien sûr, c'est un acte qui va être fait sous anesthésie locale. Voilà. Exactement. Ça aide tout simplement le bébé à sortir. Alors, ça, honnêtement, souvent, l'incision, l'épisiotomie est faite
elle est faite régulièrement, hein, puisque le passage n'est pas suffisamment large, assez grand pour laisser passer le bébé. Donc l'incision est faite. Voilà, une fois qu'il y a des sutures qui seront faites, ça cicatrise plus ou moins bien. Il y aura un petit contrôle qui va être fait, à la fois voilà, à l'hôpital, hein, voilà, en surveillance, mais également à la maison par la sage-femme, hein, si elle vient à domicile ou si vous allez chez le gynécologue ou autre, voilà, mais ça va être surveillé pour voir si la suture est bien faite et tout se passe bien. Ok, les forceps. Qu'est-ce que c'est que les forceps? Qu'est-ce que c'est que les forceps? Ouais, c'est des pinces métalliques, ouais. Et elles servent à quoi, elles aussi? Grosse cuillère. Instrument pour dégager la tête, ouais. C'est ça. Donc c'est des pinces, hein, deux grosses pinces. Alors j'avais fait une vidéo où je vous ai donné l'image. C'est deux grosses pinces comme ça, hein, qui ont la forme d'un bassin, si vous voulez. Hein. Voilà. Et la grosse partie, c'est pour, si vous voulez, contourner la tête et pousser légèrement, alors pas brutalement, la tête, tout simplement. Des pinces d'extraction. Exactement, c'est pour l'extraction, c'est pour aider. Hein. Donc voilà, celui-ci va aider, hein, ce forceps va pouvoir aider à ce que la tête puisse bien arriver, afin que les épaules puissent bien sortir et les membres inférieurs également. Voilà, c'est simplement pour aider les bébés. À l'époque, c'était la ventouse, oui. Oui, la tête, quand ils sortent, il ressemble à un œuf, alors ça déforme un peu, mais voilà, c'est c'est vrai. Les pépères. C'est mignon les bébés. Hein. Exactement, ça déforme. Et ils ont une tête un peu allongée du coup, type ballon de rugby. Ouais, on peut identifier ça comme ça. Mais ouais, c'est bon, heureusement qu'elle est là cette pince parce que voilà. Après, ouais, je vous laisserai poser les questions, mais je veux juste finir ça parce qu'après il y a le rôle aide-soignant et c'est hyper important. La péridurale, c'est quoi? La péridurale, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la péridurale? C'est une anesthésie. Elle est faite où cette anesthésie et pour quel but? Anesthésie du bassin, une anesthésie. Qui douleur formidable. Dommage que je n'ai pas pu goûter à ça. Quand je regarde le feuilleton là, des grossesses en maternité, tout ça, ils ont la péridurale, mais on dirait ils souffrent pas, quoi. J'étais au bout du bout. Oui, celle-ci est faite au niveau de la moelle épinière. La moelle... Attendez. La colonne vertébrale. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ok, donc la péridurale, c'est un anesthésiant qui va permettre d'anesthésier la femme enceinte au niveau du bassin pour que les douleurs ne soient plus présentes. Voilà. Donc celle-ci, elle devra du coup se mettre dans une position assez spécifique. Est-ce que vous savez un petit peu la position dans laquelle il faut qu'elle soit? Ça y est, je commence à fatiguer là. Je commence à fatiguer. Effectivement. Alors effectivement là, c'est quelque. Alors la péridurale, c'est pas une action. Comment dire? Il y a un risque. Il y a un risque énorme pour la maman. Hein, risque énorme puisque là effectivement on touche quelque chose d'assez sensible. Qu'est-ce qu'on va... C'est quoi le risque pour la maman? Je vous pose la question.
Elle aura une position assez spécifique et il faudra qu'elle fasse quelque chose et surtout respecter ces consignes-là parce qu'elle risque quelque chose d'assez grave. Pourquoi une paralysie? Pourquoi elle risque la paralysie? Pourquoi elle risque la paralysie, cette femme? À cause du nerf? Effectivement, moi, l'épinière. Celle-ci, alors on va lui faire... Oh putain. Je crois que c'est à L5, à L3, je sais plus. Alors celle-ci, on va lui faire l'anesthésie, la péridurale, à peu près ici. Il faut qu'elle ait une position assez courbée comme ça. Il ne faut absolument pas qu'elle bouge. En général, eh bien, il y a l'aide-soignant ou l'IDE, une personne soignante qui est en face de la femme enceinte pour la guider lors du processus. Elle va lui conseiller de surtout pas bouger, de respirer. Et à 3, celui-ci va commencer sa péridurale. C'est très long. Oui, faut pas être curieux. Donc, elle va être courbée pour donner l'accès au passage à l'anesthésiste. Et celui-ci, je crois que c'est de la L3 à la L5, j'en suis pas sûre, eh bien, va faire ce qu'il a à faire. Mais la femme enceinte a pour conseil de ne pas bouger. Un risque élevé de paralysie si celle-ci se met à bouger. Oui, elle est très longue. Je n'ai pas eu droit. Mais j'ai vu l'engin. Moi, les piqûres, c'est compliqué. C'est énorme. Ouais. C'est vraiment très long. Effectivement, il est possible aussi d'avoir un accident vasculaire. À 2 fois. Bon, après, si ça peut calmer la douleur, mais il ne faudra pas bouger. Donc, vous avez vraiment une force dans cette démarche-là, puisque vous allez devoir gérer la femme enceinte qui doit faire sa péridurale. Oui, alors il y a certaines personnes qui ont eu des réactions après péridurale, dont une amie, pour elle n'avait pas bougé tout ça, et elle a des douleurs de dos. Alors, on ne sait pas réellement est-ce que c'est à cause de la péridurale ou pas, mais c'est vrai que depuis son accouchement, elle a énormément mal au dos. D'ailleurs, elle ne peut exercer aujourd'hui, elle est en arrêt de travail, et c'est très compliqué. T'as préféré la douleur à l'aiguille. T'as aussi du mal au dos. Alors, c'est peut-être ça. Alors, je ne me suis pas renseignée, mais c'est vrai que, bon, déjà, c'est cette amie-là qui m'a dit ça, mais c'est pas la première qui me dit depuis qu'elle a eu sa péridurale. Effectivement, elle a contracté des douleurs au dos qui sont parfois très, très difficiles à gérer. Donc voilà. On était sur la péridurale. C'est ça? Oui. C'est ça. Grosse douleur au dos. Oui, TF1, les accouchements, c'est ça? Oui, je regarde. Je pleure tout le temps. Aïe, 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 aïe. Ok. Ok. Bon. Maintenant, on va parler du rôle aide-soignant. Parce qu'on dit, mais non, mais les aides-soignants ne sont pas en maternité. Eh bien, si, il y a des aides. Alors, ça dépend des régions, ça dépend des endroits. En tout cas, moi, où je suis, il y a beaucoup d'aides-soignants en maternité parce qu'ils n'ont pas d'auxiliaire de puériculture et ils sont en manque de soignants énormément. Les services maternité sont très demandeurs des aides-soignants, chez moi, en tout cas. Et le rôle de l'aide-soignant est très, très précis. Donc là, on va parler du rôle aide-soignant avant l'accouchement d'une patiente qui va accoucher, du rôle aide-soignant au moment de l'accouchement, parce que oui, il peut avoir des aides-soignants en salle, oui, alors c'est rare, mais ça se fait. On va parler de la prise en soin de la patiente après l'accouchement.
et les conseils que vous pouvez apporter pour la maman et les surveillances que vous allez du coup avoir dans ce service pour ces mamans qui accouchent. Donc, le premier, ça va être prise en soin de la patiente enceinte avant l'accouchement. Quel va être votre rôle aide-soignant? Vous savez, vous allez accueillir une personne qui va donc accoucher. Son accouchement est programmé, donc elle va en service de maternité. Et donc, il va falloir que vous préparez certaines choses et que vous faites quelque chose, des choses. Et quel va être votre rôle? Tu veux travailler en service de maternité? C'est super. Vanille. Alors, communiquer, rassurer, vérifier les stats. Super Fatoumata, préparer la chambre. Donc, comment tu vas la préparer, cette chambre? Monitoring, préparer le matériel, ouais. Tension, température, douleur, rassurer, oui. L'hygiène de la personne. L'hygiène va être très important. Celle-ci va accoucher. On parle de l'avant-accouchement. Vous l'accueillez. D'ici peu, cette dame va t'accoucher. Donc, il va falloir éduquer, informer, conseiller par rapport à l'hygiène. Ouais. Il y aura un monitoring qui va être mis en place. Vous pouvez être susceptible à le placer avec l'IDE qui est à côté, la sage-femme. Vous pouvez être amené à le placer, mais vous allez aussi le surveiller. Super Vanille, vous pouvez conseiller pour le rasage. À ce stade, la grossesse est un peu compliquée. Alors oui, effectivement, on conseille la femme qui va accoucher à raser ses parties. Donc, on peut l'aider à le faire. C'est un peu gênant pour la personne en question parce que c'est difficile. Bon, le gros bidou, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il se peut que la probabilité d'une épisiotomie soit faite. Et je vous rappelle qu'il y a un risque d'infection puisque c'est un acte chirurgical puisqu'on sectionne pour pouvoir ouvrir le passage au bébé. Donc, on conseille à la femme enceinte de se raser parce qu'il y a un risque qu'on sectionne à ce moment précis. Effectivement. Donc, on rassure, on informe, on installe la personne, surveillance du monitoring superbe, aide à la toilette, si besoin, super Célinette. Super. Alors, il y a des moyens, c'est superbe Abiba ce que tu dis. Maintenant, il y a énormément de CHU qui ont le matériel pour thérapeutique, notamment les ballons. Lorsque l'engagement n'est pas fait, ou même c'est un soutien pour les contractions, on leur donne ce qu'on appelle un ballon. Donc, c'est un espèce de gros ballon. Et hop, ça gère le stress également. Accompagner dans sa chambre, l'informer exactement, rester présente, lui mettre la sonnette à disposition, l'hydratation, lui fournir un pichet d'eau, de l'eau, oui effectivement. Les paramètres vitaux, exactement. Donc tout ça, c'est votre rôle aide-soignant. Donc vous êtes en binôme avec la sage-femme, l'IDE, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Vous allez répondre aux besoins de la patiente. Coucou Alexandra, comment vas-tu ? La rassurer. Ouais, la rassurer. Donc, effectivement, vous êtes toujours en binôme. Vous allez donc préparer la salle. Alors, il se peut, donc, vous préparez la chambre, mais vous allez aussi être amené à préparer la salle d'accouchement également. Donc, avec la sage-femme ou l'IDE, vous allez accueillir la maman, préparer donc le rasage, le conseiller au niveau de l'hygiène, lui faire rappeler que c'est hyper important. Vous allez aussi lui fournir une chemise. Alors des fois, on leur met aussi une casaque et des surchaussures. Vous allez l'installer dans son lit, la rassurer, discuter avec elle, lui laisser la sonnette à proximité, un pichet d'eau si besoin. J'ai fini tard. Oh là là, Alexandra. Pouf. Oh là 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 là. Franchement, on est pire que courageux, nous les soignants, je vous le dis. Donc voilà, vous avez un sacré rôle. Rassurer la famille, le papa aussi. Le papa souvent est là.
il stresse plus que la femme enceinte. Donc on a un rôle aussi par rapport à la femme hein, qui va accoucher, mais également aux familles, souvent le papa qui est stressé, qui est en sueur, et des fois même il accumule des séries de vertiges. Hein. On a tendance à se centraliser sur la maman, mais il faut aussi se dire que le papa peut transmettre aussi ce stress à la maman. Et celui-ci est tout aussi stressé. Donc, pour que ça se passe bien, on va détendre aussi le papa, on va le conseiller, on va le rassurer également. Voilà, tout dans le positif. Oui, et des fois le papa il tombe. Oui, ben moi j'ai eu le cas hein, où mon homme a dit qu'il ne voulait absolument pas voir ce qui se passait. Il a fait l'erreur d'aller voir ce qui se passait en salle d'accouchement. Il s'est mis à tomber. Donc voilà, on a tout gagné. Il a. Pourquoi il a été cherché là-bas aussi? Donc, vous avez des papas qui sont très curieux et qui vont voir ce qui se passe dans la salle d'accouchement et qui ne sont pas prêts de voir ce qu'ils vont voir et ils vont tourner de l'œil. Pourquoi il a fait ça? Ouais. Il tombe dans les pommes, ouais, bah oui, moi, à tous les coups. Hein. C'est la première, la deuxième. Il m'a fait ça à chaque fois. Ça, comme si c'est... En fait, je pense que le réflexe du père, c'est de... Il y a beaucoup de papas, alors il faut aussi gérer ce papa, même en salle d'accouchement, parce qu'il y a beaucoup de papas en salle d'accouchement, ils savent c'est leur bébé hein, qui va sortir, qui va naître, et ils n'ont pas forcément confiance, même si c'est un professionnel qui est en face et qui va aider la femme à accoucher, celui-ci peut être vite fait endoctriné dans son délire et de se dire non, c'est moi qui va chercher le bébé pour le choper. C'était le cas pour mon homme, il a eu une pulsion, je lui ai dit reste à côté de moi, il restait pas à côté de moi, il était en sueur, pâleur, jauneur, rougeur. Je l'ai vu derrière la sage-femme, badaboum quoi. Là, encore aujourd'hui, il m'en parle. Et la deuxième fois, il a refait la même, comme si ça suffisait pas. Donc, vous voyez aussi, ils aiment aussi ça. Hein. Bref. Ils sont maso. Ah oui, oui, oui. Alors, il faut faire super attention au papa, hein, parce que vraiment, c'est pas facile pour eux. Hein. Déjà, on parle pas beaucoup d'eux, mais durant la grossesse, ils doivent subir les hormones et tout ça et tout ça. L'accouchement aussi, c'est quelque chose. Hein. Il faisait plus la respiration que moi, je faisais la respiration. Il me disait pousse, 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 alors qu'il fallait pas pousser. Les papas, il faut les gérer parce qu'ils stressent, ils vous stressent et c'est compliqué. Ok. Alors maintenant, les prises en soin de la patiente enceinte au moment de l'accouchement. Vous êtes en salle d'accouchement. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, il a fait accoucher des vaches. Tu sais, ça c'est une bonne technique à faire, les faire accoucher des vaches. Comme ça, et il stresse beaucoup. Déjà, les simulations avant d'aller à l'hôpital, parce que déjà, même quand c'est faux, ils stressent. Alors quand c'est vrai, ils oublient la valise, ils oublient les clés de la voiture. Moi, il m'a fait le coup. Hein. Il m'a fait descendre. J'attendais dans la voiture. Il vient dans la voiture. Oublier les clés, oublier... C'est un calvaire. Mais bon. Ouais, c'est... Non, je préfère même pas m'en souvenir. Alors, qu'est-ce que vous faites comme alors, qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes en salle d'accouchement et que vous avez la patiente qui va accoucher? Ah, il m'a fait souvenir des vertes et des pas mûres, lui. Ah ouais, ok. Je lui ai foutu mon sac dans la tronche. Je me suis vue lui foutre, je lui ai foutu mon sac dans la tronche tellement qu'il était stressé et il fallait le calmer, quoi. Le pauvre. Donc, la communication, effectivement, la rassurer, vérifier la position, exactement, lui tenir la main, oui, lui dire d'écouter la sage-femme sans stresser, donc la rassurer, la guider, la conseiller, l'éduquer, effectivement, la rassurer, oui. Vous allez vérifier aussi le moment où celle-ci va avoir des contractions.
Parce qu'à ce moment précis, il va falloir qu'elle pousse. Donc, pousser. Donc, vous allez l'encourager. Lui donner à boire, la ventiler. Effectivement, vous avez la possibilité de la pulvériser d'eau. Elle va avoir chaud. Elle va être fatiguée, elle va être épuisée. Vous allez vraiment avoir un pouvoir de coaching. Hein. C'est comme si vous êtes dans une salle de sport et que vous avez pour but de la coacher. Hein. Vous allez préparer le matériel à la sage-femme. Vous allez répondre aux besoins de la sage-femme et de la patiente et du mari. Oui, effectivement. Donc, vous avez un rôle assez fort en salle d'accouchement. Là, vous rentrez vraiment dans un game important. Vous allez faire attention à l'hygiène. Hein. Vous protégez également, avoir une tenue adaptée. C'est hyper important. C'est hyper important. Hein. La rassurer. Le fait de rassurer la patiente à ce moment précis est hyper important. Au moment de l'accouchement, il se peut qu'il y ait un drame, que celle-ci soit amenée à faire une césarienne car le bébé est en souffrance. Eh bien, à ce moment précis, elle va savoir qu'il y a un truc qui se passe. Elle va tout de suite paniquer et donc vous allez être là pour la rassurer. Mais pas seulement elle, le mari aussi. De lui dire que c'est un protocole qui est assez courant et que, voilà, là actuellement, il n'y a pas d'autre solution, mais que ça va très bien se passer. Vous avez un réel pouvoir de conseil, d'éducation pour la femme enceinte en phase d'accouchement et le mari qui est à côté et qui lui aussi stresse, pas possible. Exactement, l'encourager pour pousser et également l'informer quand il faut arrêter de pousser. Rupture du col, oui, exactement. Exactement, informer le papa qui peut s'asseoir. Voilà, vraiment, vous avez un pouvoir de coaching immense. Là, vous êtes en salle de sport, là. Vous êtes en salle de sport. Oui, il fait partie du bloc 1, module 1, la maternité. Alors là, du coup, vous êtes... Donc, la maman a accouché. Elle a regagné sa chambre. Vous êtes amené, hein, après l'accouchement, à désinfecter le matériel, à tout nettoyer, l'hygiène des locaux, etc. La désinfection complète du box. Ça, c'est votre devoir de nettoyer. Bien sûr, vous ne serez pas seul. Il y a toute une équipe qui va selon le protocole. Mais vous serez amené de tout désinfecter, le sang, projection, de ramener le matériel en stérile. Enfin, de faire tout ça assez rapidement car... Une fois que la personne a accouché, très rapidement, il y aura d'autres personnes qui iront dans ce box et ce box doit être désinfecté du haut des murs jusqu'au sol, jusqu'à l'entrée, partout. Rapidement, il y aura d'autres personnes qui iront dans ce box et ce box doit être désinfecté du haut des murs jusqu'au sol, jusqu'à l'entrée, partout. Désinfecté du haut des murs jusqu'au sol, jusqu'à l'entrée, partout. Être amené à la guider. Et qu'est-ce que vous allez faire? Quel va être votre rôle aide-soignant après l'accouchement? Au niveau des conseils, qu'est-ce que vous allez conseiller à cette dame? Qu'est-ce que vous allez lui dire au niveau des conseils pour du bébé, hein, du nouveau-né et pour elle aussi? Alors, tu vas veiller que la maman et le bébé soient bien. Au niveau des conseils, qu'est-ce que tu vas conseiller pour cette dame qui vient d'accoucher et aussi pour le bébé qui vient de naître aussi? Une poche de glace si besoin. Se reposer, oui. Manger, boire de l'eau. Pas faire trop d'efforts. Position d'allaitement, oui. Alors, vous allez aussi avoir un pouvoir sur l'éducation par rapport à l'allaitement, comment bien tenir son bébé, surtout si c'est son premier enfant. L'hydratation, la conseiller comme quoi que l'hydratation est hyper important pour la production du lait et également l'alimentation. Vous allez aussi lui poser une question, et ça on en avait parlé, il me semble, dans un cas. Vous allez aussi lui poser une question, et ça on en avait parlé, il me semble, dans un cas.
après l'accouchement. Donc, être présente aussi pour le nouveau-né. Hein, celle-ci, elle a besoin de se reposer. Et donc, si vous en avez la possibilité, bah, la soulager par rapport au nouveau-né. Celui-ci peut bien, pleurer et solliciter beaucoup sa maman. Donc, quand il aura besoin de manger, tout ça. Mais on peut aussi la soulager à un moment donné. Tu m'entends plus, Célinette? Ça bug? La guider sur l'allaitement, il y a certaines personnes qui n'allaitent pas, hein, c'est leur choix, ou parce qu'il n'y a plus de production de lait, il n'y en a pas. Et donc, du coup, ça sera du lait en poudre. Les paramètres vitaux. Il y a eu un bug, hein. Bah, c'est ça, ça faisait longtemps. Alors, on va lui poser une question qui est primordiale. Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'avais dit par rapport au transit? La tenue du biberon, oui. Est-ce que vous vous rappelez par rapport au transit? On va vérifier quoi? Qu'est-ce qu'on va lui poser comme question? Ouais, si elle a eu des gaz, si elle a eu des selles. Hein, alors même quand elle a fait une césarienne, c'est chirurgical, donc on va lui poser aussi la question si elle a eu des selles. Je commence à fatiguer. Si elle a eu des selles et des gaz. Exactement. C'est hyper important ça. Et partout. Hein. C'est hyper important. D'accord. Hyper important ça. Et partout. Hein. C'est hyper important. D'accord. Hyper important ça. Et partout. Hein. C'est hyper important. D'accord. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai touché un truc. Bug, ouais, je sais pas, ça a bugué même chez moi. Oui, vérifier aussi l'état d'urine. Voilà, si elle a encore des contractions, il y a des femmes enceintes, des femmes qui ont accouché et qui ont encore des contractions. Donc ça, on va le vérifier également. Ouais, ça bug. Moi, même mon écran, c'est bizarre. Et ça fait bizarre, c'est flou. Je sais pas pourquoi. Donc là, aujourd'hui, hein, au bout de 3 jours, la femme, elle peut déjà partir avec son nouveau-né, si tout se passe bien, si le nouveau-né a pris du poids, elle pourra partir du coup du service et rentrer à la maison avec sa petite famille. Donc il y aura une surveillance hein, qui va être faite par le gynécologue et ou la sage-femme, soit à domicile, soit voilà, au cabinet. Tout va dépendre. Aussi le pédiatre, hein, qui est important. Il est important aussi de suivre l'évolution du nouveau-né. Il y a un risque pendant les 1 an du nouveau-né. Quel est le risque? Alors, c'est de plus en plus fréquent. Est-ce que vous avez entendu parler du risque pour le nouveau-né jusqu'à ces 1 an? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, la mort subite du nourrisson, là, elle commence à grimper grave. Donc, on va aussi conseiller la maman hein, par rapport à plein de choses. Les coussins, les doudous, dans le lit, on va éviter. Hein, puisque la mort subite du nourrisson, ça arrive voilà, durant ces 1 an, la première année hein, du bébé. Donc, il faut faire super attention à ça. Hein. Alors, on va éviter de ne pas dormir avec le bébé, hein, pour ne pas l'étouffer. Celui-ci n'a pas le réflexe de
C'est plutôt nous qui gardons dans les tétés, donc on fait super attention. Là, le cododo qui peut être très favorable pour avoir le bébé très proche de nous, hein, il a notre odeur en même temps. C'est plus simple aussi de pouvoir aussi adapter la tétée avec le cododo. Hein. Vous savez, c'est un lit qui est très proche du lit des parents. Donc, on va favoriser tout ce qui est les gigoteuses et non les couvertures. On va éviter les coussins tout au long des lits, les oreillers, les doudous, les machins. On va faire super attention à tout ça. Les animaux, notamment les chats qui sont très attirés, et alors c'est pas en mal puisque ils ont un instinct de protection, les chats. Hein. Quand ils vont vers le nourrisson, c'est plus... un sentiment chez l'animal de protection. Hein. Sauf que celui-ci, hein, le chat, hein, qui s'y se met au niveau de la cavité, hein, du nez, de la bouche, où le bébé est censé respirer, avoir toute l'air, eh bien celui-ci, le chat, risque du coup se mettre très proche de cette zone-là, et voilà. Donc il faut faire super attention à ça. Une gigoteuse, oui. Il faut aérer un peu la fenêtre, oui. Coucou Valentina, effectivement. Donc voilà, c'est toutes ces choses à faire. Donc il y a des très grandes recommandations qui a été faites. Et donc vous, en tant que soignant, hein, vous allez avoir un très fort pouvoir d'éducation face à ce risque. Alors vous n'allez pas faire peur. Hein, la femme, hein, vous n'allez pas lui faire peur, mais vous allez lui faire un rappel, tout simplement. Bien, et toi, comment vas-tu? Donc voilà, là j'en peux plus déjà. Je sais pas vous, mais moi là... C'était dur ce live. Fatigant. Mais ça va, j'espère que ça vous a plu en tout cas ce petit live de révision. Toute seule dans la chambre vu que j'étais Covid. Ah, t'as couché lors du Covid. Tu es courageuse. On est tous courageux. 7h demain, bonne nuit, Vanille. Au plaisir, Aïcha. Au top. Ok. La rentrée, lol, ça va bien le faire. Ouais, la rentrée lundi. Oh là 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 là. Oui, j'en ferai toute l'année, oui. Comme l'année dernière. C'était douloureux. Rentrée lundi. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Vanille. « 8h, 20h, ça va aller. » Ah oui. Merci beaucoup pour ce live. Au plaisir. Oui, la rentrée le 2. Alors, la grande, elle rentre le 2 aussi. Oui, elle rentre le 2. Les deux, elles rentrent le 2 aussi. J'ai hâte. Ça va bien se passer. Super. Voilà. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu ce petit live. On refera des lives comme ça. Alors demain, il y a un live de révision. Alors je vous dirai si j'ai un empêchement parce que vous savez, lundi, c'est la rentrée des classes. Et c'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire. Je dois tresser mon fils parce qu'il a les cheveux longs en haut et je dois lui raser un peu le contour de tête. J'ai pas mal de choses à faire. Et puis ma grande aussi, il faut que je lui fasse ses cheveux. Elle veut des trucs 5 étoiles et tout avec des perles et tout. C'est la grande mode, des trucs là. Ça me prend déjà la tête cette histoire. Et puis moi, comme je suis super organisée, la tenue de rentrée, parce que moi j'ai lavé tout le linge, hein, quand j'achète je lave tout, et ben j'ai pas repassé. Donc j'ai beaucoup de choses à faire, des activités de maman. Donc voilà. Et ben vous aussi c'est pareil, hein, la plupart ils ont des enfants. Force à vous, hein.
Alors le M3, alors c'était pas programmé pour maintenant, je sais pas quand est-ce que je le ferai. Après vous avez plein de lives rediffusion de l'année dernière sur le M3 M4. Vous avez plein de vidéos sur le M3 M4 sur YouTube. Non, vous n'avez pas de tenue spéciale à prendre. Par contre, on va vous demander des tenues pour les stages. Ouais, les tenues de stage. Mais vous habillez normalement. Hein. Vous allez tranquille. Ouais, il faut que je pense à faire le live de tenue aussi. J'ai plein de choses à faire. Voilà, voilà. Moi, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Vous avez été au top. Croyez en vous. Ah oui. Mais de toute façon, les lives M3, M4, ça va venir en direct. Parce que je fais ça toute l'année. Je fais ça toute l'année. Ça dépend, calme. Ça dépend des... Il y a des effaces qui vont vous les fournir, les tenues. C'est fini les vacances. Bon, mon premier déplacement en IFAS pour former, c'est la première semaine de septembre. Donc, avec Bob d'ailleurs. Donc, vous avez... vous n'êtes pas les seuls en rentrée. Je fais partie aussi. Je vous dis pas la flemme. Je suis à la fois excitée de vous rencontrer, mais en même temps, je me suis tellement habituée de ces vacances, de prendre mon temps, de me réveiller à la cool. Voilà. Comme la plupart, hein. 60 € pour 3 ça va. Ça va 60 € parce que il y a des IFAS qui se font partenaires avec des sociétés. Ils réclament plus de 200 € pour les 3 tenues. Et les chaussures ne sont pas compris dedans. Donc ça va, 60 €. Au plaisir, Célinette. 11 mois, Héloïse, oui, 11 mois. Deux tenues, 80 € pour toi. Ah ouais, là, ça commence. Ouais. Ah, il vous donne 5 à la fin de formation, on redonne. Ça, c'est bien. Et c'est vrai qu'il y a des centres de formation qui prêtent des tenues et après, vous les rendez à la fin. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Oh là. Oh, j'ai loupé. Oh, il y avait un truc sur Sister, un film super bien de cuisine. Oh, moi, j'adore les films de cuisine. Et en fait, c'est des personnes atteintes d'handicap qui travaillent dans ce restaurant-là. Et ils révèlent en eux une passion pour la cuisine et tout. Ah, je trouve ça superbe. Ah, je trouve ça, ce film, je le trouve superbe. Il a commencé, je suis dégoûtée. C'est sur Sister. Allez, bonne soirée, je vais regarder la moitié. Je vous fais de gros bisous. À demain peut-être. Si je suis connectée à 17h, ça sera à 17h. Je vous fais de gros bisous, vous avez été au top. Le live est enregistré sur YouTube. Et bonne soirée à tous. Bisous, bisous. Croyez en vous, vous avez tout pété au taquet. Bravo, bravo. Nickel. Chrome. Nickel. Au plaisir.